Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, il est 20 heures au quatrième top. Il sera l'heure de commencer le live de ce soir. Je vous remercie encore une fois d'être fidèle, de revenir semaine après semaine, et puis notamment cette semaine, depuis la semaine dernière, avec le changement de créneau, le changement d'heure. Donc j'ai même pas fait exprès en changeant mes horaires sur le fait que c'était aligné avec l'heure d'hiver. Donc oui, je reconnais, j'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Voilà, c'était une sorte de réussite inattendue. Bonsoir Rachel. Ah mince, pour l'instant je ne vois personne de connecté. C'est très étrange parce que je vois Rachel dans le chat, mais je ne vois personne d'autre. Alors, je vais quand même changer la config. Ah oui, si, j'ai vu. Vous êtes 4 déjà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, donc merci d'être fidèle, merci de revenir, de venir un lundi soir, notamment, je me faisais la remarque juste en commençant ce live sur le fait que finalement le changement de créneau, le changement d'heure coïncide peu ou prou avec le passage à l'heure d'hiver. Or, y a-t-il un lien de cause à effet? Je ne crois pas. Mais la coïncidence m'amuse, un tant soit peu. Donc je vais encore attendre un petit peu que d'autres nous rejoignent avant de commencer pour aujourd'hui. Du coup, comme je vois qu'il y a 3 autres personnes dans le chat, si vous voulez interagir, n'hésitez surtout pas, hein, c'est le principe, hein, bien sûr. Donc plus il y aura de réactions, plus il y aura de commentaires de votre part, plus je serai content, mieux ce sera, mieux je me porterai en un sens. Du coup, moi je vais commencer par vous parler de ma semaine, mais évidemment la vôtre m'intéresse aussi. Donc comment a été votre semaine? Bonsoir, donc encore une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre. Euh, donc on commence doucement. Donc là je m'apprêtais à donner quelques éléments de ma semaine, notamment sur les sujets qui nous intéressent, hein, bien sûr, à savoir le mémoire de fin d'études et la thèse d'une part, et l'IA d'autre part. Euh, comme vous avez dû vous en douter ou vous en rendre compte depuis quelques semaines, ou en tout cas même depuis le début, depuis mes tout débuts sur Twitch. Alors j'estime que j'en suis encore au début, hein, mais depuis les 2-3 premiers lives, donc l'IA maintenant fait partie intégrante de ma vie, de mes projets, de mes activités professionnelles, même si je n'en vis pas encore, hein, pour être très franc. Bonsoir, Jo Cocotte. Donc l'IA et le mémoire, pour moi, sont intimement liés, dans la mesure où, bonsoir, donc encore, bonsoir, Viviane. Euh, donc je disais, les deux sont intimement liés dans ma vie depuis quelques mois. Je vous ai parlé beaucoup et je vous montrerai encore ce soir quelques évolutions. Mais donc, j'ai beaucoup travaillé sur mes outils d'évaluation du mémoire de fin d'études et avec quelques avancées. Donc, tiens, salut Clément, content de te voir, comme chaque fois. Et donc, quelques avancées qui sont les suivantes. Alors, la semaine dernière, j'avais samedi la semaine dernière, enfin il y a 9 jours, je crois que je vous avais dit que j'avais décidé de mettre à jour mon logiciel, donc celui avec lequel je fais mes automatisations, et en le mettant à jour, eh bien, il se trouve que tout a été écrasé, y compris les sauvegardes que j'avais faites
dans le plus grand soin, avec les plus grandes précautions, les sauvegardes que j'avais pourtant mises sur un disque, sur une partition séparée de mon serveur pour être certain que rien ne serait écrasé. Et ben non, finalement, tout a été écrasé, piétiné, ça a été enterré ou presque. Et puis, donc j'ai fini par restaurer le serveur, ça je vous l'avais dit, et j'ai eu la chance dans mon malheur d'avoir récupéré les données de la précédente sauvegarde qui avait été faite 2 jours avant, si bien que en fait j'ai quasiment rien perdu. Et depuis, donc j'ai eu quelques inquiétudes. J'ai hésité vraiment à sauter le pas. Bonsoir, donc Sanguinus, c'est Cyprien si je me souviens bien. Donc bonsoir pour Cyprien. Et donc j'ai hésité à non pas avancer, mais à passer à l'échelle. Parce que, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Enfin, j'avais l'intuition déjà depuis longtemps, et celle-ci a été confirmée dernièrement, l'intuition que mon outil tel quel ne serait probablement pas assez robuste pour pouvoir gérer des requêtes multiples. Alors quand je parle de requêtes multiples, je vais vous donner le cas de figure type, tel que moi je l'ai rencontré quand j'étais à Grenoble, à savoir, il y a une échéance pour soumettre le mémoire de fin d'études. Généralement c'est un dimanche soir, sinon c'est pas drôle, bien sûr. Et quasiment tous les étudiants soumettent leur mémoire à l'échéance, donc le dimanche à minuit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand vous recevez 1000, parce qu'à Grenoble c'était 1000 mémoires en même temps sur un serveur, eh ben, il y a 9 chances sur 10 que le serveur saute, en fait, que les requêtes soient trop lourdes pour le serveur, à la fois parce que vous l'appelez en masse, donc imaginez 1000 personnes qui cliquent sur la même chose en même temps et attendent le même résultat, et également parce qu'un mémoire de fin d'études, c'est quand même un gros document. Donc quelque part, vous demandez au serveur, imaginez, j'ai tout de suite, alors je suis en train de lire Astérix en Lusitanie, et donc je repense à une case que vous avez peut-être vu si vous l'avez lu, où Obélix voit des tailleurs de pierre lusitaniens, et un truc qui lui pose un sérieux problème, c'est de les voir tailler des pierres en petits dés. Donc lui, il estime qu'il n'y a qu'une seule taille qui vaille, c'est celle du menhir. Et donc Obélix les assemble façon menhir. Et donc imaginez simplement que vous avez donc sur un guéridon, non pas une pierre décorative qui est amenée par un étudiant, mais des 1000 pierres qui arrivent en menhir. Voilà, paf, un menhir sur un guéridon. Et donc forcément, votre guéridon tombe, il casse. Et donc c'est ça que moi je voulais absolument éviter. Et donc il était important pour moi de pouvoir faire recevoir donc des requêtes multiples, comme je disais. Donc multiples, moi je vais faire modeste pour commencer, si je puis dire, avec 500. 500, on est d'accord, ça reste beaucoup, mais je veux que mon serveur soit en mesure de gérer 500 requêtes à la fois. Parce que, quelque part, c'est là-dessus que se joue ma crédibilité. Je spoil. Non, absolument pas. C'est, tu vois, c'est au tout début, ça doit être dans le premier quart. Donc je ne spoil rien du tout, je ne suis même pas encore allé au bout, je me réserve progressivement, je n'ai même pas dit le nom des personnages. Allez, je vais vous en donner 3. Astérix, Obélix, Assurance Tourix. Alors avec ça, j'ai beaucoup spoilé. Et alors, évidemment, il y en a un qu'on voit dans tous les épisodes, il est incontournable, à savoir Épi de Maïs. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, je pense pas que j'ai divulgué trop de choses, trop de secrets de fabrication du dernier Astérix. Et donc, disais-je, il était important pour moi de pouvoir avoir un serveur suffisamment robuste. Et dans mon cas, alors il faudra que je vous montre pour que vous voyez, pour que vous puissiez visualiser vraiment la chose. Donc je vais partager mon écran avec vous. Maintenant que je sais le faire, je ne m'en prive plus. Donc,
En fait, je vous avais déjà montré, donc mon outil d'évaluation du mémoire de fin d'études. Donc ça, c'est la dernière version en date, qui est encore en cours de fabrication. Et donc, tout l'enjeu, c'est en fait qu'il y a plusieurs nœuds qui sont des points de contention possibles. À savoir, ici, donc c'est le formulaire dont je vous avais parlé, je vous l'avais montré. Et donc, imaginez en fait 500 bons hommes et 500 jeunes filles qui vous balancent un formulaire. Donc, imaginez, vous avez 500 personnes en même temps qui vous balancent ça en chargeant ici, bien sûr, un document costaud, du genre 10 mégas par exemple. Alors bon, là on est sur des choses qui sont assez légères, 3 mégas 7, mais quand même ça fait presque 4. Donc imaginez donc 500 multiplié par 4, vous arrivez à 2000, donc 2000 mégas ça veut dire 2 gigas. Pour les non-informaticiens, les non-geeks, ça veut dire en fait que ça prend grosso modo un quart de la mémoire de traitement, de fonctionnement d'un ordinateur normalement constitué, sachant que l'ordinateur pour fonctionner a besoin d'autre chose. Donc moi, imaginez 2 gigas, plus tout ce qu'il faut pour que ceci tourne, pour que le système d'exploitation du serveur tourne. Donc en gros, je risquais l'explosion déjà au départ. Et puis ensuite, chemin faisant, il se trouve que il y a un endroit, ici en particulier, vous voyez le petit nuage, je fais un zoom dessus, donc sur ce nuage se fait la conversion du fichier document en texte brut. Et comme je l'avais dit une fois, un peu naïvement, mais c'était une vraie découverte pour moi, la conversion d'un document texte ou un PDF en texte brut, eh bien, c'est tout sauf intuitif sur le plan informatique. C'est pas hyper compliqué en soi, mais c'est tout sauf intuitif. Il ne s'agit pas de simplement faire un copier-coller. Donc on va copier le texte et puis on va le coller ailleurs. Donc maintenant, je l'enregistre ensuite en format texte. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut une application pour ça. Donc moi j'ai une application ici qui le fait, ce nuage. Mais il se trouve, et c'est là que je voulais en venir, que ce nuage, pour chaque mémoire même de 5 mégas, c'est-à-dire 4, celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour chaque mémoire, il faut qu'il mobilise à peu près 2 à 300 mégas pour tourner. Donc imaginez si donc 200 mégas, vous avez 500 mémoires qui arrivent en même temps, 500 x 200, on est à 10 000, 10 000 mégas, ça veut dire déjà 10 gigaoctets, donc 10 gigaoctets juste de mémoire de fonctionnement, de mémoire immédiate. Ça veut dire en gros qu'on fait sauter n'importe quel ordinateur normalement constitué. Voilà, c'est ça clairement. Donc il faut gérer ça pour éviter que ça arrive. Et puis après, donc tac, je continue. Ici, j'ai pas de problème particulier. Et puis paf, ici, sur Execute Child FR Child English, eh bien, même problème. Donc là, j'ai une limite. Je vous avais dit que j'avais une limite liée au nombre de mots que pouvait faire un mémoire. Donc la limite à présent a sauté. Donc j'ai cette semaine, j'ai passé un niveau. Donc c'est vraiment comme du gaming, vraiment comme du jeu vidéo. Donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'étais passé du niveau 1 au niveau 2. Le niveau 2 le niveau 1 me permettait de traiter l'équivalent de 25 000 mots. Le niveau 2 me permettait de traiter jusqu'à à peu près 350 000 mots à la minute. Et là, donc, je suis passé à l'équivalent de 750 000 mots à la minute. Donc je suis passé au niveau 3. C'était ça devait être mardi dernier. Et donc je suis content. Mais vous voyez, le fait est que il peut y avoir un blocage. Et donc si ça bloque, s'il y a trop d'infos qui arrivent en même temps, trop de requêtes, et ben ça saute. C'est aussi simple que ça.
Et puis après, j'ai un problème j'ai des bases de données qui doivent se mettre à jour. Alors bon, ici, une base de données avec donc la note, le commentaire remis à l'étudiant, etc. Enfin, pour l'étudiant et ensuite renvoyé à l'école. Et il se trouve que la base de données, elle se met à jour, mais elle accepte 5 requêtes par seconde au maximum. Donc si vous lui balancez 500 requêtes à la seconde, elle saute. Donc là encore, il faut pouvoir gérer le flux. Et donc pour gérer le flux, moi j'avais plusieurs choses. L'une, c'est ce que vous pouvez voir ici en gris, en bas. Je n'ai pas encore fini, donc c'est en gris parce que c'est inactif pour l'instant. Ça, c'est la mise en file d'attente. Parce qu'évidemment, même si je peux théoriquement traiter 500 requêtes à la fois, compte tenu de tous les points de contention que je rencontre, il faut que j'organise une file d'attente, une queue, et qu'elle soit bien gérée en fait. Alors comme partout, il faut que ce soit bien géré, mais il faut que ce soit géré. Et donc là où je voulais en venir, c'est sur le fait que j'ai dû passer à un autre serveur. Celui que j'avais n'était pas assez puissant en termes de RAM. Alors moi j'ai un truc qui ne pose aucun problème. J'ai énormément de capacité de stockage sur mon serveur, une bande passante énorme aussi, mais j'ai pas besoin de stocker quoi que ce soit, donc ça me sert à rien. Moi, les mémoires transitent par chez moi et je ne veux surtout pas avoir à les stocker, je ne veux rien avoir à en faire. Une fois qu'ils ont transité chez moi, ils disparaissent. Et donc j'ai hésité, voilà, j'ai longuement hésité, enfin longuement. Ouais, ça a été entre jeudi dernier et vendredi soir. Vous voyez, j'ai hésité 36 heures. Mais quand vous hésitez 36 heures, ça paraît long quand même. Et donc j'ai hésité à changer de serveur. Non pas, c'est pas le fait de changer de serveur en soi qui était source d'hésitation, mais c'était la perspective de perdre, enfin de ne pas arriver à faire migrer toutes mes données, donc tout ce que je vous ai montré, sachant que j'en ai 12 comme ça. Donc je voulais absolument pas perdre toutes mes données et je ne voulais absolument pas perdre non plus toutes mes données de connexion, tous mes mots de passe, mais aussi tout l'historique des exécutions avec les logs d'erreur, etc., etc. Donc j'ai hésité. Et puis j'ai franchi le pas et j'ai pris un serveur beaucoup plus, 2 fois plus puissant que ce que j'avais, qui là fait 16 mégas de RAM, gigas de RAM. Alors ça parle pas forcément beaucoup à tous, mais voilà, 16 gigas, ça commence déjà à tenir la route. J'ai, alors évidemment, quand on prend comme ça un serveur en service, vous avez aussi la capacité de stockage qui est importante, mais j'en ai pas besoin. Moi, ce que j'aurais préféré, vous voyez, c'est qu'on me donne 128 gigas de RAM avec très peu de stockage, parce que ça m'aurait du coup permis de tout traiter à la fois sans avoir à me poser de questions quant à la file d'attente sur le serveur. Là, la file d'attente aurait été sur le processus du fait des points de contention que j'ai évoqués il y a quelques minutes. Donc j'ai franchi le pas et puis à ma grande surprise, tout s'est super bien passé. Donc la migration s'est très très bien passée. Alors quand je dis très bien passé, ça m'a pris, j'ai mis une journée à configurer le nouveau serveur et à migrer les données, à faire toutes les vérifications d'usage, etc., etc. Mais maintenant c'est fait. Donc je suis content. Et depuis j'avance sur, je vous disais, la base de données, la mise à jour de la base de données, et puis le prochain coup, ça va être la file d'attente. Parce que j'ai eu depuis la semaine dernière, j'ai fait d'autres rencontres, et là j'en ai encore d'autres qui se profilent. Donc j'ai rencontré d'autres directeurs généraux d'écoles ou de groupes d'écoles qui ont manifesté un vrai intérêt pour mon outil et oui, seraient plus que disposés, enfin souhaiteraient même participer à la période de test, au moins pour commencer, et envisagent, oui, de souscrire, au moins à titre expérimental,
pour un petit groupe. Donc un petit groupe, ce ne sera pas une promo de 1000, ça pourrait être un groupe de 50, mais c'est toujours ça de prix, c'est toujours un début, donc je suis tout sauf hostile, évidemment. Et donc compte tenu de ça, je suis très content parce que petit à petit, je pose des briques justement donc ces petits dés de pierre que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pose des briques qui vont avancer et qui vont qu'à un moment, je pense arriver à bâtir un bel édifice. Et puis là où je suis aussi très content, donc, c'est que cette semaine, j'ai d'autres rencontres qui se profilent avec d'autres personnes. Et là, ça va être davantage pour entrer dans du concret et probablement pour se mettre d'accord sur un calendrier de mise en place, j'imagine, ou en tout cas expérimental. Donc je suis très content. Les choses semblent bien se profiler pour le moment. Donc ça, c'était les principales nouvelles de la semaine, donc qui sont pour moi très enrichissantes. Et puis, pardon, en lien avec le mémoire et la thèse, parce que comme vous le savez forcément, maintenant tout ce que je fais, tout ce que je vis est à la croisée de tout ça. J'ai plusieurs étudiants qui doivent remettre leur mémoire de fin d'études à la fin de la semaine, donc qui m'envoient régulièrement la version du jour ou la version du moment, me demandent mes retours et également ça essaie d'avancer. Alors, je dois dire que vis-à-vis de mon outil, je me retrouve probablement dans la peau, c'est très rigolo, hein, dans la peau d'un prof qui n'assumerait pas. C'est-à-dire que je lis les travaux de mes étudiants, bien sûr, je leur envoie mes commentaires, bien sûr, mais je ne peux pas m'empêcher de faire tourner mon outil et de voir ce qu'il dit. Et puis alors, je suis content de voir qu'il dit à peu près la même chose que moi. Mais entre nous, le contraire m'aurait vraiment contrarié dans la mesure où c'est moi qui l'ai entraîné et dans la mesure où il écrit, il fait des commentaires un peu sur mon style. Donc j'aurais été quand même contrarié qu'en gros ils disent l'avatar de Vassili estime que Vassili a tort ou n'est pas d'accord avec Vassili. Donc oui, je le teste moi-même sur les travaux de mes étudiants en complément de ma propre évaluation et donc moi je le fais en complément effectivement parce que les étudiants me demandent à moi mon avis. Je leur envoie le lien vers l'outil en leur disant tiens, si vous voulez vous rendre compte, essayez. J'ai quelques étudiants, anciens étudiants qui ont essayé, les actuels j'ai l'impression n'osent pas. Peut-être parce que je suis aussi leur prof, enfin, bon, je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, je me suis retrouvé un peu dans la peau du tuteur qui n'assume pas tout à fait d'utiliser cet outil. Donc ça me donne aussi un avant-goût quelque part, une mise en abîme rigolote à mes yeux de ce que ça pourrait donner pour des profs qui y seraient confrontés. Qui se dirait ah ouais, ce truc est quand même très utile, ça me rendrait bien service, mais je peux pas quand même. Hein. Bref, voilà. Donc, tout se passe bien. Et puis j'ai également échangé avec une personne qui est responsable pédagogique d'une école qui a très 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 envie d'utiliser mon outil. Et il se trouve également que c'est quelqu'un qui, je passe sur les détails, qui souhaite reprendre une thèse qui avait été interrompue et on devrait travailler ensemble sur quelque chose qui est très, très prometteur, voilà, qui me plaît beaucoup. Donc je suis content là aussi parce que j'ai un pied dedans, un pied dehors, mais comme un peu à ma guise et à mon aise, comme on dirait outre-Quiévrain.
Et également, j'ai l'impression que depuis que j'ai quitté l'enseignement supérieur, c'est maintenant que je commence à retrouver un intérêt à ses yeux, puisque je me retrouve, pas énormément pour le moment, mais pas mal sollicité pour des interventions à droite ou à gauche sur des sujets liés à l'IA ou l'IA et la recherche, etc., etc. Et un petit peu plus tard, je veux dire, pas ce soir, mais une autre fois, je vous annoncerai d'autres choses qui se profilent et qui sont tout aussi prometteuses. Donc ça, c'était effectivement sur la semaine, lié au mémoire et lié à l'IA. Et vous, du coup, du neuf ou des choses à partager pour ce soir, avant qu'on attaque le fond des choses, finalement, les attentes, les objectifs du mémoire et de la thèse. Et Clément, est-ce que tu estimes que j'en ai dit trop sur le dernier Astérix ? Bon, pas de réaction, je continue du coup. Donc sur le mémoire et sur la thèse, pour moi, il y a quelques éléments importants à avoir à l'esprit pour démarrer. C'est que très souvent, alors, il y a en fait deux gros malentendus qui sont... Ah, désolé de quoi ? Donc, je scrute le chat pendant que je parle. Donc, pour le blanc, voilà, c'est juste. Juste le blanc, hein, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Le dîner de con. Donc, disais-je, oui, il y a deux gros malentendus qui sont souvent rencontrés, observés sur le mémoire de fin d'études et sur la thèse, pas exactement dans la même mesure, mais ça se recoupe un peu quand même. Et ceux-là sont différents de ce que j'ai pu évoquer les fois d'avant sur théorie pratique, etc., etc. Là, on a souvent des étudiants qui estiment, enfin qui espèrent plutôt, que le mémoire pourra leur donner une expertise professionnelle ou une expertise particulière. Ça, donc en fait, il y a trois malentendus, excusez-moi. Le premier malentendu, c'est de penser qu'on va gagner une expertise professionnelle, presque une expertise technique, avec son mémoire ou avec sa thèse. Le deuxième malentendu, c'est finalement de croire que le mémoire ou la thèse en particulier, c'est une poursuite d'études. C'est-à-dire qu'en fait, on continue sur la même lignée que ce qu'on a fait auparavant, donc on continue d'apprendre, d'engranger des connaissances et d'apprendre et on acquiert on pense acquérir de la maturité, de la sagesse, j'ai pas envie de dire de l'expertise, par cette connaissance qu'on engrange. Et en fait, c'est le deuxième malentendu sur lequel je vais revenir. Et le troisième, c'est de croire que, enfin, d'avoir envie plutôt de prouver quelque chose ou de démontrer quelque chose. Or, ni le mémoire de fin d'études, ni la thèse n'est là pour prouver quoi que ce soit. Je sais que je l'ai déjà évoqué par le passé sur le fait de devoir rester naïf. Donc c'est super important. Rester naïf, c'est ce qui fait que justement on est dans la position du chercheur. Et à cet égard, donc je commence par le troisième malentendu, à cet égard, il y a quelque chose que certains d'entre vous... excuse-moi, c'est mieux là ou pas ? Est-ce que là vous m'entendez ? Je suis désolé si vous ne m'entendez plus. Si, je vais essayer autrement.
Là, est-ce que c'est mieux? Alors, j'espère que c'est mieux en fait. Ça doit être mon micro externe qui est pas extraordinaire. Toujours pas assez fort. Ah mince. Attends, là j'ai l'impression de parler, de hurler. Donc, je disais, je disais, il s'agit d'être naïf. On cherche quelque chose. On est là pour poser une question et apporter une réponse à cette question autant que possible, mais sans avoir de préjugés quant à ce qu'on va trouver. Et tant et si bien que en langue française en particulier, on parle de chercheurs et vous avez sans doute, si vous-même vous avez été confronté au métier de la recherche, vous avez sans doute été confronté à la blague plus ou moins attendue, et tu cherches quoi, ou qu'est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu as trouvé, etc. Et c'est quand même symptomatique de ce que c'est que le mémoire ou la thèse, c'est chercher des réponses, c'est-à-dire poser une question, ou poser des questions, et chercher une réponse, des réponses à ces questions qu'on se pose, et sans a priori. Et c'est le plus difficile, hein, bien sûr, sans a priori. Mais c'est important. Et c'est souvent mal entendu, hein. Donc comme je disais, hein, beaucoup d'étudiants qui commencent leur mémoire ou qui veulent faire une thèse arrivent avec des solutions clés en main ou avec une idée, enfin c'est même pas une idée, ils savent déjà comment, quel est le problème, ils savent déjà quelle doit être la solution, ils savent déjà ce qu'il faut faire, donc c'est quoi l'objectif du travail dans ce cas? À quoi ça sert de faire un mémoire ou de faire une thèse si on connaît déjà les réponses? Alors il y a l'idée, hein, quelque part, que moi je les connais les réponses, vous autres ou les autres ne les connaissent pas, et je veux généreusement les partager. Bon, admettons, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est du journalisme ou de l'éditorialisme, mais c'est pas du tout de la recherche. Et quand je dis ça, c'est sans aucune condescendance, hein, c'est un autre métier qui n'a rien à voir. Et donc on a donc ces trois malentendus. J'ai commencé par le dernier, mais les deux autres, donc celui qui consiste à croire qu'on poursuit ses études, c'est aussi une grave erreur. Parce que dans vos études, traditionnellement, vous avez suivi des cours, probablement des travaux dirigés ou des travaux pratiques, vous avez eu des lectures imposées, des cours à suivre, des travaux à rendre sur des thématiques que vous aviez plus ou moins choisies, mais très souvent c'était un choix au mieux contraint. Et là, le mémoire de fin d'études ou la thèse, c'est le seul travail mais vraiment le seul travail où vous faites tous les choix. C'est-à-dire que c'est le seul travail sur lequel vous décidez de ce sur quoi vous allez travailler. Donc le sujet, c'est vous qui décidez de la question à laquelle vous voulez répondre, sans qu'on vous dise quelle est la problématique, la bonne question. Contrairement à une disserte, ou sur une dissertation, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, et ça peut soulever des discussions, et j'en serais très content, mais sachant que sur une dissertation, il n'y a pas 36 problématiques. En règle générale, il y en a une qui peut prendre diverses expressions, diverses formes, mais grosso modo, un sujet en dissert s'appelle un type de problématique, un type de question, un type de questionnement. Et dans le mémoire ou dans la thèse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions non plus. Enfin, il y a quelques mauvaises questions, ça on en a parlé par le passé, mais on va dire il n'y a ni bonnes ni mauvaises questions a priori. Il n'y a pas de questions qu'il faut absolument étudier au risque d'être hors sujet ou d'être passé à côté des enjeux du sujet. Il n'y a pas les connaissances à avoir en particulier pour pouvoir traiter de cette question, qui sont évaluées telles quelles.
Et puis ensuite, vous faites tous vos choix vous-même, c'est-à-dire que après le sujet, les lectures, c'est vous qui allez les décider. C'est vous qui allez décider d'engager tel type de lecture plutôt que tel autre. C'est vous qui ensuite allez décider avec qui vous avez envie d'engager une conversation, donc avec qui vous êtes en accord ou en désaccord. Et là, c'est le seul endroit où, dans vos études, vous pouvez, vous devez même exprimer vos accords ou vos désaccords. Tandis que dans vos dissertes auparavant, les accords ou les désaccords, on vous demandait de surtout les garder pour vous. On vous disait souvent que c'était même pédant de dire que vous n'étiez pas d'accord avec tel auteur. Et là, c'est l'inverse. Donc, on est loin de la stricte poursuite d'études que beaucoup envisagent ou imaginent être le travail de mémoire ou de thèse. Et enfin, j'avais commencé par là, mais je finis en entonnoir ou en sablier, et enfin, l'expertise. Donc l'expertise, c'est, pour moi, c'est pas l'objectif du mémoire ou de la thèse, a fortiori de la thèse. C'est-à-dire que l'expertise professionnelle, j'entends, l'expertise, on la gagne, on l'acquiert par l'expérience, donc ça a la même racine. C'est-à-dire que le travail de mémoire ne vous donnera pas de contenu technique sur le fond de ce que vous allez traiter, ça vous permettra d'avoir une compréhension assez fine d'une partie du problème, mais certainement pas d'expertise technique. C'est pas à ça que ça sert. Et la thèse, je ne vais pas dire encore moins, mais presque. Parce que ce qu'on attend de vous, c'est pas d'acquérir de la connaissance, ce n'est pas d'apprendre pour apprendre, ce n'est pas de répliquer ce que vous avez pu lire ou apprendre. Non, ce qu'on attend de vous, c'est que vous contribuiez à la connaissance. C'est-à-dire qu'on attend de vous que vous contribuiez par votre mémoire, par votre thèse, à l'avancée de la théorie telle qu'on a pu le voir la semaine dernière. Pour celles d'entre vous qui étiez là. Donc, on attend de vous que vous soyez un producteur de connaissances, que vous développiez dans le sens extériorisé et non pas développer en soi une connaissance que personne d'autre ne verrait. Non, c'est l'inverse. Et à partir de là, honnêtement, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. Les compétences que vous êtes en voie d'acquérir ne sont absolument pas des compétences techniques liées au fond. Ce sont des compétences de recherche, donc de recherche documentaire, de traitement de l'information, de recension, de collecte de données qui peut se faire de plein de manières différentes. Donc Clément, Viviane, ça a été beaucoup sur des archives, sur des comptes rendus d'archives. Ça, c'est une manière de collecter et traiter de l'information pour laquelle vous avez pu acquérir une vraie expertise, un vrai savoir-faire. D'autres, c'est sur des entretiens, donc la conduite d'entretien. D'autres encore, ça peut être sur du sondage, et donc oui, développer des compétences ou acquérir des compétences en construction de questionnaires qui tient la route, d'administration de questionnaires et de traitement des réponses, ça oui. Ensuite des talents d'écriture, de rédaction du rapport, donc du mémoire de fin d'études, de la thèse et ou des publications qui peuvent l'accompagner. Donc ça, oui, bien sûr, ce sont des compétences directement associées à ce type de travail, mais en aucun cas des compétences techniques liées au fond. Alors que très souvent, moi je vois des étudiants qui espèrent pouvoir
développer, ou acquérir des compétences techniques solides sur le fond qui font que parce qu'ils auront, ils auront fait leur mémoire sur tel sujet ou ils auront fait leur thèse sur tel sujet, ils seront les pros du domaine. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut pas dire, attention, me faites pas dire que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune compétence sur le fond. J'ai pas dit ça, mais c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que espérer acquérir des compétences techniques avec un travail comme celui-ci, c'est en fait se tromper d'objectif. C'est-à-dire que si vous voulez acquérir des compétences techniques, les compétences techniques, vous en faites l'acquisition sur un BTS, grosso modo, c'est-à-dire sur une formation qui a une vocation technique, qui justement a vocation à vous amener ces compétences-là. Donc il y a trop souvent donc un énorme malentendu. Et là, je l'évoque parce que j'ai récemment discuté avec quelqu'un qui veut faire une thèse, très bien, et alors pour de bonnes raisons, a priori, pour de bonnes raisons, à savoir, ou en tout cas pour des raisons qui ne sont pas de mauvaises raisons. Alors, de mauvaises raisons, c'est souvent quand on veut faire une thèse parce que... alors, je vais revenir sur ce que tu dis dans un instant, Viviane. Une mauvaise raison de vouloir faire une thèse, ça peut être, comme je disais, mais je vais aller le plus haut possible dans les études, avoir le diplôme le plus élevé qui existe. Bon, tout ça pour ça. Oui, et alors, quel est l'objectif de l'obtention de ce diplôme, ou associé à l'obtention de ce diplôme, ou encore pour le titre de docteur en lui-même, qui fait rêver à certains endroits, qui est un quasi-titre de noblesse, ou encore pour, comme je disais, avoir le titre le plus élevé dans un domaine donné et être reconnu comme l'expert mondial de ceci ou cela. Bon, donc c'est encore une fois pas forcément la meilleure des raisons. Et donc la personne en question voulait effectivement faire un doctorat parce qu'elle pensait en avoir les capacités. Et effectivement, moi j'avais vu le mémoire qu'elle avait rédigé auparavant, et il y avait des choses qui étaient pas mal du tout. Et puis elle pensait aussi être suffisamment mûre pour le faire, ce qui souvent est rare, qu'on ait ce niveau de réflexion. Donc c'était un bon point également. Et puis me dit mais oui, mais ça va me permettre de développer vraiment une expertise sur telle dimension de la politique publique, etc. Et je dis non, c'est pas l'objectif du tout. Elle me dit mais si, quand même. Je dis non, le doctorat a priori il est là pour former de futurs universitaires, pour former des penseurs de l'action, mais en aucun cas pour former des techniciens de celle-ci. Donc l'expertise, elle ne viendra pas de là, elle viendra d'ailleurs. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à faire admettre cette idée, mais quand même, peut-être. Donc Viviane, tu disais, pour ta part, quand on travaille avec des archives, la difficulté c'est de se remettre dans le contexte de l'époque, tenir compte des connaissances de l'auteur à cette période, sans y pilaquer nos pensées modernes. Absolument, ça on est bien d'accord. Donc c'est vrai que c'est toujours une chose que je dis aussi à mes étudiants quand alors, ce ne sont pas des historiens comme Clément ou toi, ou comme Cyprien, mais quand mes étudiants travaillent alors sans que ce soit forcément sur des archives, on va dire sur la littérature, sur des références un petit peu anciennes, alors, j'ose même pas vous le dire ancienne parce que ça va vous paraître ridicule, trop contemporain, quelque chose qui date des années 70. Je pense que pour vous, ce n'est pas de l'histoire, c'est pas ancien. Oui, excuse-moi, pas historien, électricien, mais j'ai cru que ta passion pour le médiéval faisait de toi un historien. Donc toutes mes excuses, Cyprien. Donc je disais fichtre, j'ai oublié. Oui, donc quand mes étudiants effectivement traitent de sources un peu anciennes, un petit peu datées, souvent effectivement il y a tendance à faire des anachronismes. Et donc à soit utiliser pour expliquer telle chose
Non, la passion ne fait pas la formation, c'est vrai, mais tu caches bien ton jeu. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu es un mauvais électricien, ça j'en sais rien, je dis qu'on te prendrait pour un historien. Donc, je disais que oui, il est toujours facile de faire des anachronismes en plaquant en plaquant, comme tu disais très bien, hein, Viviane, des modèles d'aujourd'hui pour expliquer des choses qui ont été écrites hier, qui ont été dites hier, type, type aller lire Socrate, ou aller lire plutôt, pardon, j'allais dire, ah, pas Socrate, excuse-moi, aller lire Aristote, autant pour moi, donc aller lire Aristote sur des questions liées à l'éthique de la démocratie athénienne ou de la démocratie du Péloponnèse, très bien, sauf que on ne peut pas lui reprocher, on ne pourra pas reprocher à Aristote de ne pas avoir parlé des minorités, ou d'avoir osé parler des barbares, d'avoir osé parler des ilotes comme étant des esclaves. Bah, oui, mais à l'époque, c'était le cas, et à l'époque, la notion de barbare ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui. Les peuples barbares, c'était les peuples non civilisés, connus, reconnus par le centre du monde qui était la Grèce, mais également les esclaves, oui, ça existait, sauf que l'esclavage de l'époque n'est pas le même esclavage que celui de la colonisation, donc on a tendance à aujourd'hui assimiler esclavage à la traversée du milieu, donc en gros cette traversée de l'océan Atlantique, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux Antilles, et les conditions de travail inhumaines, etc. Je ne suis pas en train de dire que l'esclavage antique était la panacée et que c'était des vacances. Non, pas du tout. Mais j'ai lu Astérix et Cléopâtre. Et donc je vois bien. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai d'autres lectures aussi. Donc, on ne peut pas raisonnablement, effectivement, appliquer des chaînes de pensée, des valeurs, des échelles de valeurs d'aujourd'hui aux lectures anciennes, plus anciennes. Alors, quoi, on ne peut pas reprocher à Aristote de ne pas avoir parlé du commerce triangulaire et de ne pas l'avoir dénoncé dans ses textes. Alors, tu peux toujours le lui reprocher, hein. Il ne pourra pas te répondre. Donc les absents ont toujours tort, de toute manière. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr, en la matière, mais c'est vrai que si on veut pouvoir bien comprendre les archives de l'époque, bien comprendre le contexte de l'époque, on ne peut pas intellectuellement, ce serait intellectuellement malhonnête d'appliquer les mêmes schémas de pensée qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que Voltaire pose problème aujourd'hui aux mouvements décoloniaux, donc les décolonialistes, parce que Voltaire, bien que philosophe des Lumières, a vécu en partie du commerce triangulaire. Mais à l'époque, le commerce triangulaire n'avait pas la même connotation, n'avait pas la même acception sociale qu'aujourd'hui. Donc difficile de dire Voltaire est un hypocrite, d'un côté les Lumières, la liberté, et de l'autre l'esclavage. Oui, sauf que la liberté, la démocratie, les Lumières, sous Voltaire, c'était émergent, l'esclavage contemporain l'était aussi, et il y avait aussi justement l'esprit des Lumières quelque part, remettre dans la civilisation des peuples primitifs, bref, difficile. Et donc effectivement, dans ce travail de mémoire ou de thèse, parce que c'était ça
le fil conducteur que je n'ai pas perdu. Dans ce travail de mémoire ou de thèse, il y a, c'est très important, c'est ce besoin de comprendre le contexte, de bien traiter, les lectures, les archives, le matériau qui a été collecté. Et ça, oui, ce sont des compétences qu'on peut développer, qu'on peut acquérir. Mais honnêtement, ce ne sont pas des compétences sur le fond, a priori, en l'occurrence, sur l'esclavage, par exemple. Comment gérer une colonie, une plantation de coton en Louisiane à la fin du XVIIIe siècle. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, je dirais prudence, humblement, on cherche à apporter une brique à la construction de la connaissance, sans plus. Et je vais du coup vous montrer à nouveau mon outil, parce qu'il y a autre chose qui est toujours à mes yeux un malentendu sur le mémoire ou la thèse, c'est lorsque on a, donc là je pense que vous devriez le voir, oui, donc là je vous reprends mon outil d'évaluation du mémoire. Alors, c'est à prendre de manière métaphorique, bien sûr. Donc ici, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, enfin je vous le redis très vite, donc ici on a, délibérément je ne le fais pas plus gros pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Ici on a la réception du mémoire, ici il y a le traitement administratif, donc il est inséré dans une base de données, donc toutes les données d'étudiants sont renseignées dans une base, puis il y a le traitement ici sur toutes les cases, les rectangles bleus, vert kaki, rouge et vert émeraude, donc là c'est le traitement académique. Et puis ensuite ici la note, etc. est renvoyée dans la base de données. Et en dessous, on a le traitement de la file d'attente. Bon, jusque-là, très bien. Et donc là, c'est là que commence la métaphore. Donc souvent, moi, ce que je vois, ce sont des étudiants qui disent « Ah bah tiens, moi je veux devenir un expert de tout ça ». Et donc, ma thèse ou mon mémoire, ça va être de construire, de poser toutes ces briques. Et effectivement, lorsque je pense au mémoire, lorsque je commence en pensant au formulaire de soumission, forcément, je suis obligé de penser à la base de données dans laquelle on va insérer toutes les coordonnées de l'étudiant. Enfin, son identité, tout ce qui a trait, toutes les informations relatives aux mémoires. On est obligé, sinon le reste ne tient pas. Oui, c'est vrai. Et puis du coup, moi, je vais traiter, mais si on fait ça, ça a forcément aucun intérêt si on ne travaille pas sur l'évaluation du mémoire à proprement parler. Donc, si je veux faire l'évaluation, il faut que je m'assure bien que ce qu'on a dans la base de données soit bien cohérent avec ce qu'on va avoir par ici. Ah, mais ça veut dire que j'ai quand même un texte qui est en format Word et il faut qu'il soit bien converti en texte brut. Et donc, après, mais le texte brut, il doit être traité de telle et telle manière. Bref. En gros, c'est raisonné par enjeu. Donc, tiens, mais s'il y a tel truc, il faut que je pense à tel machin ici. Et si je pense à tel machin là, il ne faut pas que j'oublie ce qu'il y a là. Mais en pensant à ça, il ne faut pas que je néglige ceci. Et donc, en fait, il y a une sorte de croyance que le mémoire ou la thèse, en fait, c'est tout ça. Or, non, c'est pas tout ça. Et c'est là que c'est compliqué. C'est presque à l'inverse. On exerce un effet loupe. Et donc cet effet loupe, alors là la loupe va chercher trop de choses, mais c'est pas grave. Bon, on va dire il y a un effet loupe. C'est-à-dire qu'en gros, moi je vais m'intéresser, voilà, ici on va dire à ça. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse a priori, ce que vous voyez ici comme Cloud Convert, c'est la conversion du fichier texte, enfin du fichier Word en texte brut. Et il se trouve que quand je m'intéresse à ça, oui, il y a un truc direct qu'il faut que je regarde aussi, c'est l'extraction
c'est pour la conversion, les conditions, les modalités d'extraction du texte, pour m'assurer quand même que le truc que j'aurais vu ici ne sera pas qu'une conjecture strictement intellectuelle ou une spéculation sans application. C'est-à-dire qu'ici, si vous vous souvenez de ce qu'on voyait la semaine dernière, j'ai le modèle explicatif théorique, et ici, j'ai l'application. Donc quelque part, les deux ensemble font ma théorie. Et la théorie, c'est ma thèse. Et donc, quelque part, je regarde ça. Après, quand je dézoome, je me rends compte qu'il y a d'autres choses à côté. Oui, c'est vrai que je pourrais aussi aller regarder ce machin-là, mais c'est quand même indirectement lié à ce qui m'intéresse au départ, qui est ici. Bon, ce qui est juste avant, oui, ça peut être pertinent, mais d'aller l'examiner, mais c'est même pas sûr à ce stade. Et on me répond à chaque fois, quand je dis quelque chose comme ça, donc exercer un effet, ah bah oui, mais le reste est important quand même. Bah oui, c'est important quand même, mais c'est pour ça que la recherche, c'est une communauté. C'est-à-dire que chacun apporte sa brique à l'édifice. Et parce qu'il y a une brique ici, qui a été posée, et ben on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Alors, moi, donc pour ma part, si j'appliquais véritablement ce modèle à une thèse que je ferais aujourd'hui, mon zoom, il serait ici. Il serait sur Execute Child, FR, enfin français et anglais. Moi, mon zoom serait exclusivement là. Tout le reste n'est pas une nouveauté de ma part. C'est-à-dire que moi, ma création, ma contribution, elle est là. Donc si on regarde l'ensemble, donc je dézoome, ma contribution, c'est microscopique par rapport à tout le reste. Et mon expertise, elle est quelque part, elle est aujourd'hui sur apprendre comment on fait tout ça. Et il se trouve que oui, j'ai une forme d'expertise aussi sur ce micro-truc, mais ce micro-truc, honnêtement, il n'intéressera pas grand monde à proprement parler tel quel. Donc un des objectifs, c'est non pas, je vous disais, de forger une expertise, de penser que le micro aspect qu'on va étudier sera une expertise technique de fond, et également croire qu'on va tout traiter. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On procède par exclusion. Donc, ça, c'est pour lever quelques malentendus que je rencontre très souvent. Et donc, après ça, je voulais aussi partager avec vous ceci. Donc, c'est que je trouve pas mal. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai pas fait tout seul, plutôt. C'est quelque chose que des collègues à moi avaient fait en premier, et puis j'ai apporté ma brique, justement. J'ai apporté ma brique à la chose. Donc ici, en fait, une chose qui me paraît importante, c'est de comparer le mémoire et la thèse, le doctorat, à différents autres travaux ou types d'exercices sur les types d'exigences qui leur sont associés et le niveau de ces exigences. Et normalement, je pense que ça doit être pas mal pour faire la différence entre le mémoire et le reste, et puis la thèse de doctorat également. Alors, en gros, on a 5, principalement, hein, donc c'est toujours discutable, mais on a 5 piliers d'évaluation sur les rapports écrits que remettent les étudiants et sur lesquels, je dirais, il y a une forme de créativité. Alors, créativité, vous allez pouvoir contester pour les 2 premiers. Vous allez pouvoir contester pour les 2 premiers types de travaux, mais quand même, il y a une forme de créativité. Alors, il s'agit d'abord donc de la capacité à s'auto-analyser,
capacité à s'auto-analyser, à restituer, enquêter, capacité professionnelle, donc c'est technique quelque part, et capacité d'abstraction. Alors, sur la capacité à s'auto-analyser, l'idée ici, c'est une capacité à être... et c'est là que vous allez pouvoir me dire que c'est discutable et vous aurez raison, c'est une capacité, on va dire, à être réflexif finalement sur ses propres pratiques, sur son apprentissage. Et non pas, et donc réflexif, ça veut dire être capable finalement d'évaluer ses apprentissages, d'évaluer ses propres acquis, ses propres compétences et d'évaluer finalement ce qui nous reste encore à apprendre. Et là, la capacité à s'auto-analyser, donc attention, on n'est pas dans de la psychothérapie. Je n'ai pas le chat tout de suite sous les yeux, mais ça ne me surprendrait pas que quelqu'un évoque la psychothérapie ici. Donc non, il ne s'agit pas de ça. Donc la capacité à s'auto-analyser, elle est évaluée particulièrement dans le rapport de stage. Et je vais revenir dessus dans un instant, bien sûr. Très peu dans le projet de fin d'études. Donc le projet de fin d'études, ça peut être alors je ne sais pas si ça existe encore, mais le TPE par exemple, qui avait au lycée il y a une vingtaine d'années, les travaux de groupe, les projets de groupe, les projets tutorés ou ce genre de choses, où effectivement on demande aussi aux étudiants d'indiquer leur contribution, qu'est-ce qu'ils ont pu, comment ils se sont organisés, etc. Ce qui permet de jauger à peu près ou de les aider à se jauger individuellement et puis les uns les autres. Et puis en fait, dans le mémoire de fin d'études et dans la thèse de doctorat, très peu. Enfin, pas du tout même. Un petit peu plus dans la thèse professionnelle. Donc la thèse professionnelle, c'est une thèse qui est faite donc soit un mémoire de master anciennement professionnel. Donc aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Il n'y a plus master recherche, master pro. Mais il y a les MSc, Master of Science. Donc soit dans le cadre d'un Master of Science, soit dans le cadre d'une thèse, d'un doctorat professionnel, type Doctorate in Public Affairs, Doctorate in Business Administration. Même le doctorat de médecine ou de pharmacie, ce sont des thèses professionnelles, des doctorats professionnels et pas académiques. Donc là, dans ce type de travaux, effectivement, il y a une capacité, on évalue aussi la capacité de l'auteur à évaluer ses propres compétences, parce que quelque part, le travail mené est ancré directement dans le vécu professionnel et a vocation à avoir une utilité professionnelle à court ou moyen terme. Et donc, oui, là, il y a une sorte, on voit la capacité à s'auto-évaluer, à s'auto-analyser. Mais dans le mémoire de fin d'études, c'est pas ce qu'on attend de vous, dans la thèse encore moins. Donc, parler de soi, parler de ce qu'on a appris, inutile. Je dis inutile, mais je veux dire a priori seulement. Et c'est là que c'est contestable, mais je ne me contredis pas pour autant, à savoir il y a dans la thèse, dans le mémoire c'est pas le cas, mais dans la thèse quelque chose qu'on appelle le chapitre d'épistémologie, donc d'onto-épistémologie, où très souvent le doctorant nous fait une leçon de philosophie des sciences, c'est rasoir. Et moi, ce que je leur demande systématiquement à mes doctorants, c'est de me parler d'eux. En fait, j'ai besoin de comprendre qui ils sont, ce qui a pu forger leur identité et qui permet de comprendre la recherche qu'ils font et qui permet de comprendre les choix qu'ils font. Et là, j'ai un exemple en tête qui je pense fera sourire, peut-être jaune, Clément. J'avais une doctorante à Grenoble qui, dans son chapitre d'onto-épistémologie, me parle d'elle et me montre en fait 3 vignettes.
me dit voilà, je suis né, j'ai grandi dans tel village. Quand je suis né, j'étais yougoslave. Quand j'avais 10 ans, j'étais serbe. J'étais kosovar. Quand j'avais 20 ans, j'étais serbe. Et maintenant, je ne sais plus ce que je suis. Et en gros, ce qu'elle disait, c'est moi, j'ai vécu à un endroit où la vérité, la réalité changeait constamment. On ne pouvait se fier à rien, même pas au nom du pays ni aux frontières. Donc, mon rapport à la connaissance, c'est que la connaissance, c'est quand même sacrément contingent. Non, je ne crois pas en une connaissance immuable. Non, je ne crois pas qu'il y a une théorie qui existe et qui s'applique de manière universelle à tout le monde. Ce qu'elle me disait, en gros, c'est sur le plan ontologique, moi, je suis une idéaliste, c'est-à-dire par le monde, par la pensée, je me représente les choses, voire une nominaliste, c'est par ma capacité à nommer et à toucher les choses que je vis une réalité qui peut changer, et sur un plan strictement épistémologique, alors moi je suis constructiviste, hein. C'est-à-dire que la réalité, la vérité, ça construit, c'est pas un truc immuable. Et à partir de là, on peut comprendre tous les choix qu'elle fait dans la thèse. C'est la seule chose qui ferait qu'on pourrait me contredire quand je parle d'absence d'évaluation de capacité à s'auto-analyser. Hein. Mais c'est le seul bémol, hein, quelque part. Ensuite, donc, vous voyez la capacité à restituer. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette capacité à restituer, elle décroît au fil du parcours. Donc la capacité à restituer, c'est ce qu'on voit de manière la plus scolaire, en fait. C'est-à-dire la capacité à montrer qu'on a compris, qu'on a appris, et donc, en gros, on a appris sa leçon et on est capable de réciter sa leçon, voire, dans le meilleur des cas, avec le projet de fin d'études, d'indiquer quelques cas d'application d'une leçon qu'on a apprise, ou de dire tiens, dans telle situation, il y a telle leçon qui peut marcher, ou qui pourrait être pertinente, mais on reste dans une forme de restitution. Dans le mémoire, là, je vais faire la différence à partir de maintenant entre deux types de mémoire, le mémoire de licence et le mémoire de master. Dans le mémoire de licence, grosso modo, on se limite le plus souvent à une revue de littérature. Donc le mémoire, c'est une revue de littérature, éventuellement une petite collecte de données, mais ça j'y reviendrai après. Et la revue de littérature n'est pas... on n'attend pas d'elle que ce soit une revue de littérature complètement critique, un peu raisonnée quand même, mais pas vraiment critique. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de vous que vous soyez en mesure d'identifier donc ce qui reste à savoir sur le sujet, les points de convergence ou de divergence entre chercheurs. On attend de vous que oui, vous soyez capable de montrer que vous avez réussi à faire une recherche de sources, que vous avez réussi à les lire, à les comprendre, et que vous nous en donnez quelque chose qui soit autant que possible fidèle à ce que les auteurs ont écrit. Donc là, on est dans une capacité à restituer, non pas ce que vous avez appris en cours, mais ce que vous avez lu. Dans le mémoire de master, c'est encore un peu présent, mais beaucoup moins, dans la mesure où on attend quand même là que les étudiants commencent à identifier un besoin de connaissance. C'est-à-dire, compte tenu de ce que je vous ai montré de mes lectures, voici le besoin de connaissance qui se dessine. Et dès lors, la capacité à restituer est anecdotique, en fait. On s'en fiche quelque part de savoir si vous avez bien appris votre leçon. En revanche, alors sur la thèse professionnelle, c'est à peu près du même acabit, hein, pour les mêmes raisons. En revanche, dans la thèse de doctorat, on s'en fiche, parce qu'il ne s'agit pas de restituer, il s'agit ici de nous montrer l'état de la connaissance, c'est-à-dire vraiment ce qu'on sait, ce qui reste à découvrir sur le sujet, sur quoi les chercheurs sont d'accord, sur quoi ils sont en désaccord, avec qui vous-même souhaiteriez-vous engager une discussion et avec qui êtes-vous d'accord.
Et du coup, évidemment, vous avez identifié un fossé, un besoin de connaissance. Donc restitution, non, ça compte pas. Donc, en gros, la thèse de doctorat, c'est le travail le moins scolaire qui soit. Donc celui qui était le meilleur élève à l'école ne sera pas forcément le meilleur en doctorat. Il peut même se retrouver sacrément, dans l'embarras, peu capable de ne pas avoir à restituer, justement. J'en ai vu quelques-uns parmi mes doctorants, j'en ai vu quelques-uns qui ont énormément peiné parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais moi j'ai toujours été premier de ma classe depuis l'école primaire et jusqu'à la fin de mon master, et puis là, sur la thèse, je peine, je ne comprends pas, pourtant j'ai bien fait tout ce que vous m'avez dit, j'ai bien fait tout ce qu'on a vu en cours. Et je lui dis, oui, mais c'est bien ça le problème, justement. C'est pas ça qu'on attend de toi, nous on attend maintenant de toi que tu sois capable de dire, je suis pas d'accord. Parce que, on dit, non, mais le prof a tort. Bon, bref, compliqué dans ce cas-là, mais important, donc capacité à restituer, ça compte pas, donc zéro, valeur zéro. Capacité à enquêter, là ça devient plus intéressant. De mon point de vue, bien sûr. Dans le cadre du rapport de stage, ça compte pour très peu. C'est-à-dire que le rapport de stage, grosso modo, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez nous dire ce que vous veniez chercher dans ce stage. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez pris ce stage? Qu'est-ce qu'on vous a vendu? À quoi vous vous attendiez? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous en avez appris, retenu, et quel sera le coup d'après? C'est-à-dire maintenant, compte tenu de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu apprendre, découvrir, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Quelle sera l'expérience suivante? Donc la capacité à enquêter, grosso modo, c'est la capacité à collecter de l'information sur l'entreprise ou l'organisation quelle qu'elle soit pour laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous faites votre stage. Mais ça ne va jamais chercher bien loin. Souvent, c'est de la donnée publique sur les principales activités, sur souvent les statuts, souvent des tas de choses qui ne sont pas inintéressantes en soi, bien sûr, mais qui ne requièrent pas une capacité à enquêter à la Sherlock Holmes ou à la Hercule Poirot. Donc assez mineur. Le projet de fin d'études, c'est un petit peu différent parce que là, projet de fin d'études, je vous dis, ça peut être un TPE ou équivalent, bien sûr. Donc sur ce type de projet-là, il y a un travail de recherche à faire. C'est moins guidé que les autres travaux que vous pouvez faire dans votre scolarité, mais encore une fois, on n'attend pas de vous que vous alliez révolutionner quoi que ce soit. Donc il ne s'agit pas d'aller réinventer, réinventer la théorie des neutrinos. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, donc la théorie des neutrinos, c'était quelque chose en physique nucléaire découvert par le CERN à Genève et le CEA à Grenoble il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, et c'est sur ces particules qui résistent à la vitesse de la lumière, grosso modo, qui projetées à la vitesse de la lumière résistent au choc, et donc quelque part sont capables d'aller percuter de l'uranium ou autre matière fissile pour produire de l'énergie. Bon, je ferme la parenthèse, mais il ne s'agit pas à ce stade, dans un projet de fin d'études, de réinventer cette théorie, somme toute très récente. Non. Dans le mémoire, là, ça commence à prendre un petit peu plus d'envergure. Dans le mémoire de licence, on attend de vous que vous soyez capable, oui, d'enquêter sur des ressources bibliographiques, c'est-à-dire que vous soyez capable d'aller examiner des bibliothèques, d'aller examiner des bases de données,
que vous soyez capable d'aller examiner des revues, des ouvrages et d'en tirer quelque chose. Mais surtout, donc, en tirer quelque chose, je l'ai dit avant, avec capacité à restituer. Mais là, on voit aussi la capacité que vous avez à collecter ce type d'informations, ce type de données et à vous les approprier. Dans le mémoire de master, là, on évalue davantage la capacité à enquêter dans la mesure où le travail de collecte de matériaux empiriques, lui, est central. C'est souvent ce qui occupe la plus grande partie du temps de travail des étudiants sur le mémoire. La collecte des données. Quand on travaille sur des archives, c'est un travail de fourmi, c'est énorme, c'est très minutieux, mais ça veut dire qu'il faut identifier les bonnes archives, le bon type d'archives, les endroits où les collecter, et puis quand on les a, savoir aussi les manœuvrer, je ne vais pas dire manipuler, mais les manœuvrer, savoir où trouver quoi, comprendre ce que signifie quoi, établir des ponts, etc., etc. Donc c'est important. Bon, dans la thèse professionnelle, ça compte peu, mais je ne vais pas y revenir, ça ne me paraît pas nécessaire à ce stade. En revanche, dans la thèse de doctorat, là, 4 étoiles. C'est-à-dire que, clairement, dans la thèse de doctorat, non seulement on va vous demander d'aller enquêter comme vous avez pu le faire en master, sauf que, donc en master, vous aviez 1 an, généralement, ou 2 si vous avez fait un mémoire sur vos 2 années de master, enfin, courant sur les 2 années, pour le doctorat, c'est 3 ans. Alors, je passe sur est-ce que c'est 3 ans ferme ou pas, ou avec sursis, c'est une autre histoire. Avec ou sans exécution provisoire, c'est une autre histoire. Donc, on va dire 3 ans ferme. Et sur les 3 ans ferme, on attend de vous, effectivement, que vous consacriez un temps, une partie importante de votre temps à l'examen empirique, donc à la collecte de données, donc à l'enquête de terrain. Donc on parle de travail de terrain. Et sur ce travail de terrain, ce qu'on attend de vous, c'est que vous alliez enquêter sur l'enquête, c'est-à-dire que vous alliez au-delà de ce que les données, les archives peuvent vous donner de prime abord, et qu'en master, vous n'avez pas le temps de faire. En master, vous avez des cours, vous avez le mémoire, vous avez d'autres obligations, notamment aussi pour un certain nombre, chercher un stage ou chercher du travail. Sur le doctorat, vous ne faites quasiment que ça à temps plein, a priori. Il y a des exceptions, bien sûr, je ne parle pas forcément des exceptions maintenant, mais grosso modo, le principe, c'est que vous ne faites que ça. Et donc, si vous ne faites que ça, eh bien, il s'agit d'enquêter, de surenquêter, de remettre en cause le travail de l'enquête, de remettre en cause le modèle et de réenquêter différemment. Et à cet égard, moi j'ai une doctorante qui est peut-être connectée ce soir, qui conduit des entretiens qui travaille sur les femmes de pouvoir, sur la manière dont elles construisent, dont elles assoient leur pouvoir, et donc conduit des entretiens, mais n'en conduit pas qu'un seul avec chacune, c'est-à-dire qu'elle en conduit un assez long, où elle les écoute, et puis 6 mois plus tard, les rencontre à nouveau pour rediscuter ensemble des mêmes sujets et de l'entretien qui a été conduit une première fois. Et ce qui, quelque part, fait aussi, non pas remettre en doute, mais ce qui remet en question, ce qui questionne finalement ce qui a été déjà enquêté, ce qui a déjà fait l'objet d'une enquête quelques mois plus tôt. Et ça, je trouve que c'est très fort comme approche. Donc ça compte quadruple. Puis la capacité professionnelle, donc capacité technique, dirais-je. Sur le rapport de stage, généralement le stage n'apporte pas une très très grande compétence professionnelle. Il sert à professionnaliser dans le supérieur, mais
Plus on est jeune, plus on est au stade de la découverte. Donc la capacité professionnelle est quand même assez mineure. Ce qui est important, c'est plutôt la capacité à analyser cette capacité professionnelle. Sur le projet de fin d'études, le plus souvent, il y a une certaine vocation pratique, quelle qu'elle soit, et derrière cette vocation pratique, on espère que vous pouvez montrer, oui, une capacité presque professionnelle. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, hein. Un TPE, on est bien d'accord, un TPE n'a pas la même portée professionnelle qu'une étude de cas commandée par l'entreprise machin à des étudiants de master. Entièrement d'accord avec vous là-dessus. Ceci étant, donc, le projet de fin d'études donne une sorte de coloration professionnelle qui est évaluée. Le mémoire, alors le mémoire, là j'ai fait une erreur en mettant une étoile, enfin une étoile et 0. Donc en fait le mémoire, que ce soit en licence ou en master, en fait non, il n'est pas là pour ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'évalue pas des capacités professionnelles, donc une étoile c'est cher payé, hein. Et là c'est une erreur de ma part, hein, une erreur de frappe, une faute de frappe que je n'ai pas vue en convertissant le fichier. Puis la thèse professionnelle, donc là, la capacité professionnelle, oui, là, elle compte énormément, précisément parce que c'est une thèse qui est ancrée dans vos pratiques professionnelles et qui a vocation à s'adresser à d'autres professionnels et à proposer des solutions aux autres professionnels. Donc oui, évidemment, là, la capacité professionnelle est centrale, mais parce que c'est une thèse professionnelle. En revanche, dans la thèse de doctorat, néant. Et c'est normal. C'est, comme je vous disais en guise d'introduction, on n'évalue pas votre expertise technique sur le fond. On évalue votre expertise technique de chercheur. La discipline étant quelque part presque je vais être provocateur, un prétexte finalement. Et enfin, cinquième pilier, la capacité d'abstraction. Donc la capacité d'abstraction, dans le rapport de stage, dans le projet de fin d'études, c'est inexistant. Aller faire de l'abstraction, enfin aller monter en généralité sur des tâches quotidiennes que vous avez découvertes, que vous avez faites, sur une fiche de poste qu'on vous a vendue, etc., c'est quasi impossible. L'exercice ne s'y prête pas. Le projet de fin d'études ne s'y prête pas plus, dans la mesure où vous répondez à un objectif donné, qui souvent est très ciblé et souvent encore plus appliqué. Donc sur l'abstraction, c'est pas ce qu'on attend de vous. Donc on ne vous reprochera pas de ne pas en faire état. Le mémoire, donc selon que vous êtes en licence ou en master, c'est pas tout à fait pareil. Sur le mémoire de licence, la capacité d'abstraction est très limitée. On n'attend pas de vous que vous soyez capable de produire une grosse réflexion abstraite et théorique, puisqu'on attend de vous que vous soyez capable de collecter de la littérature, de montrer ce que vous avez pu voir dans la littérature, et éventuellement d'en tirer quelques conclusions, mais sans plus. En revanche, dans le mémoire de master, là c'est une autre histoire. Comme je disais tout à l'heure, on commence à vous demander, d'identifier un besoin de connaissance théorique, c'est-à-dire là où la littérature a laissé des angles morts, mais aussi on vous demande de contribuer à combler ce fossé, ce besoin de connaissance avec votre travail. Donc la capacité d'abstraction, oui. Alors 2 étoiles, pourquoi 2 et pas plus ? Parce que là, en fait, au niveau du master, quand même, très souvent, comme il y a, je dirais, la découverte de
de la recherche de terrain, la découverte de l'enquête, quelque part, qui là compte pour beaucoup plus. Donc, comme il y a la découverte de l'enquête, eh bien, il se trouve que vous la valorisez énormément, et vous avez raison, bien sûr. Vous la valorisez énormément, et quelque part, ce qu'on regarde, c'est votre capacité à équilibrer un peu tout ça, c'est-à-dire les lectures, l'enquête, la théorisation, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'équilibre. Donc, on veut que vous soyez capable d'aller faire du terrain pour ne pas asséner des vérités invérifiables, mais pour vous familiariser avec la démarche scientifique, qui est une démarche par laquelle tout propos tenu est étayé, soit par la littérature, soit par des données empiriques. Et donc les données empiriques, eh bien, ce sont celles que vous allez vous-même chercher, collecter. Et à partir de là, la capacité d'abstraction, on comprend qu'en si peu de temps, donc moi, mes étudiants, leur mémoire de master, ils ne le font pas sur 2 ans, ils le font plutôt sur 9 mois. Donc on comprend que sur 9 mois, vous n'ayez pas le temps de prendre tout ce recul sur les données, sur le travail empirique, et que vous n'ayez pas donc le temps de vraiment monter en généralité et en abstraction. Mais vous le faites quand même, et on attend de vous, vous montriez une capacité à entamer ça, à le commencer. Sur la thèse professionnelle, c'est un peu du même acabit, même si ça peut paraître surprenant. C'est-à-dire que sur la thèse professionnelle, l'idée n'est pas seulement de résoudre un problème donné, c'est quelque part d'apporter une solution, une réponse systémique à un problème systémique. Et donc, vous apportez ici une solution qui se veut applicable, pas en toutes circonstances, mais quand telles conditions sont réunies. Donc, dans telles circonstances, eh bien, il devrait se produire telle chose. Et là, je vais vous donner un exemple qui m'est toujours en tête. J'ai eu comme étudiant à un moment, il faisait une thèse pro avec moi, le directeur financier de l'OTAN, et qui était un commandant de l'armée britannique, et qui faisait, donc pour pouvoir passer l'équivalent de lieutenant-colonel, qui devait finir une thèse professionnelle. Et il l'a faite sur la culture financière, du commandement, enfin des officiers d'état-major. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il a été capable de montrer finalement comment le manque de culture financière et de capacité donc à établir un budget, à anticiper des dépenses, etc., finalement, comment ça pesait même sur les opérations. Et en gros, lui, ce qu'il a constaté, c'est qu'il y avait un besoin de formation à la culture financière pour les officiers d'état-major, y compris, alors pas le secrétaire général de l'OTAN, qui est un politique qui a eu à tenir le budget d'un État, mais le chef d'état-major, le cabinet du chef d'état-major, eh bien, si on veut qu'il puisse prendre des décisions opérationnelles qui soient bien renseignées, eh bien quelque part, il faut qu'on puisse leur proposer une formation financière sur mesure, pas forcément très poussée, mais suffisante pour qu'ils aient quand même quelques pistes de réflexion. Et à partir de là, il a élaboré les pistes à explorer pour cette formation à la culture financière, qui a énormément plu au secrétaire général de l'OTAN, qui du coup l'a rendu obligatoire pour tous les officiers, pas seulement ceux de l'état-major, mais tous les officiers. Donc ici, on avait une sorte de capacité d'abstraction qui était d'identifier finalement les conditions dans lesquelles, ou les modalités selon lesquelles, une formation à la culture financière serait nécessaire et souhaitable vis-à-vis de l'état-major de l'OTAN en l'occurrence, mais ça pouvait s'appliquer finalement à n'importe quel commandement de forces armées, pas forcément celle de l'OTAN.
Et la thèse de doctorat, sans surprise, hein, bien sûr, 4 étoiles, c'est bien là qu'on aura le niveau d'abstraction le plus élevé. La thèse de doctorat, c'est là que je ricane, Clément, parce que je découvre ton commentaire. C'est beau comme du Amin Malouf, mais je ne sais pas à propos de quoi tu le disais. Donc je ricane, mais sans savoir quelle était la blague. C'est dire si je suis bon public. Hein. Donc je disais, oui, sur le doctorat, là, c'est le Graal, 4 étoiles. On attend de vous, effectivement, qu'à la fin de l'envoi, vous touchiez. On attend de vous qu'à la fin de la thèse, effectivement, vous élaboriez un modèle ou une construction théorique qui s'applique, qui s'applique, c'est ambigu dit comme ça, qui recouvre un nombre significatif de situations et que vous élaboriez également les conditions de transférabilité, de généralisation de vos conclusions. Et donc voici ce que je voulais aborder sur les enjeux, pas les enjeux, excusez-moi, sur les objectifs, les attendus du mémoire et de la thèse. Pour ça, il me semblait important de lever encore une fois quelques malentendus, d'également aborder ce qui les distingue, ces deux exercices, ce qui les rassemble et ce qui les rend aussi si singuliers par rapport à tout ce que vous avez pu faire auparavant dans votre parcours. Et puis, donc le fait est que vous montrez aussi ça avec mon outil. Ça me paraissait une métaphore, je dirais tout à fait adaptée. En tout cas, moi, je trouve que ça marchait pas mal. C'est-à-dire la vision d'ensemble et puis l'effet loop, et puis on se rend bien compte quand on exerce un effet loop, il y a des trucs qu'on ne peut pas voir, mais il y a des choses qu'on voit mieux en détail, enfin dont on voit mieux le détail que lorsqu'on a la seule vue d'ensemble. Voici du coup ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites, ou s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes toujours perplexe, ou sur lesquelles vous avez d'éventuels désaccords, ou vous souhaiteriez des précisions. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Mais surtout, moi, ce que j'aurais envie de comprendre, c'était la blague à propos d'Amin Malouf. C'est beau comme du Amin Malouf. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'était à propos d'épis de maïs? Est-ce que c'était autre chose, Clément? La question des identités des personnes. Attends, la question des identités des personnes. On n'était plus sur Astérix. Hein. Oui. Tu es née femme. Donc, hein, c'est bien ça. Clémence, si je me souviens bien. Oui, les identités des personnes, bien sûr. Oui, c'était Neva. Elle s'appelait Neva. Oui, mais c'est juste, voilà, quand tu dis je suis né, je n'avais pas forcément percuté sur le fait que c'était du style indirect libre. J'ai cru que c'était du style direct et que tu parlais de toi. Les identités meurtrières de Malouf, oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que quand tu parles d'Amin Malouf, j'ai plutôt tendance à penser, enfin ce qui me vient spontanément, c'est plutôt les croisades vues par les Arabes. C'est un roman qui m'a énormément marqué, enfin frappé, quasiment autant que les mémoires d'Adrien, en fait. Alors c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, des protagonistes de l'histoire vus par eux-mêmes. Romancés par un auteur du XXe siècle.
Ah bien sûr, oui, les identités meurtrières donnent une clé pour comprendre le monde actuel. Oui, absolument. Absolument, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Et enfin voilà, du coup, pour ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous remercie d'être là ce soir. Cyprien, je n'oublie pas que tu es un électricien. Il n'y a aucun problème. Euh, et donc ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, c'est aussi ça que ça veut dire. Et promis, je te prendrai plus pour un historien, sauf si tu le demandes. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis j'espère vous revoir lundi prochain. Et donc je pense d'ici là, lundi, je pense que j'aurai encore des nouvelles à partager, et j'espère que rapidement, j'aurai enfin la joie de vous dire ah bah tiens, j'ai un truc qui marche. Alors, tu notes que oui, tu retiens que la notation par compétence a gagné le supérieur. Oui, en fait, disons que ça date pas complètement d'aujourd'hui, et puis les compétences ne sont pas tout à fait considérées de la même manière dans le secondaire et dans le supérieur. Mais effectivement, l'approche par compétence dans le supérieur est liée à une petite musique qu'on entend beaucoup, à savoir que le supérieur doit, à tort ou à raison, hein, doit pouvoir conduire à un métier. Et donc sa vocation, c'est de former à une insertion sur le marché du travail. Dès lors, l'apprentissage par compétences s'impose, l'évaluation des compétences s'impose. Sauf que quand on travaille sur des compétences, ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien sur le principe, eh bien, il faut raisonner en compétences et non pas en enseignement et en cours, mais en apprentissage. Et il se trouve que le supérieur, oui, est confronté à une double logique, c'est-à-dire celle des compétences, d'une part, pour l'évaluation, et en même temps celle des enseignements pour la transmission. Et donc il y a une espèce d'effet ciseau malheureux qui fait que les établissements d'enseignement supérieur en souffrent pas mal. À savoir, les universités, les compétences ont du mal à gérer ça, puisqu'elles sont traditionnellement dans une logique de transmission. Les grandes écoles de commerce, de management, d'ingénieurs ou autres, se sont mises aux compétences. Elles étaient déjà sur les compétences au tout début quand elles ont été créées, mais se sont mises à la transmission sur le modèle universitaire, et maintenant elles essaient de revenir aux compétences, mais sans y arriver parce qu'elles se sont bien acculturées au modèle universitaire qu'elles critiquaient en estimant qu'il n'est pas si mal en fait. Et donc oui, c'est compliqué. Et en revanche, on a des tas d'organismes de formation. Là, vous en avez peut-être entendu parler, enfin probablement entendu parler, mais vous n'y avez peut-être pas prêté une attention particulière. Donc depuis 2023, donc 2 ans, il y a énormément de scandales sur des organismes de formation privés qui se prétendent être des écoles de ceci, des grandes écoles, et qui forment à des certifications professionnelles, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, qui souvent usurpent une terminologie propre à l'enseignement supérieur et au ministère de l'Éducation nationale, souvent bluffant les familles, trompant les familles, et elles sont guidées exclusivement par les compétences, en tout cas devraient l'être. Sauf que donc elles sont guidées par les compétences, mais étonnamment, pour la plupart, elles ne savent pas évaluer les compétences. Donc elles singent, en faisant moins bien, l'université, tout en étant confronté au besoin d'évaluer des compétences. Donc là, on a un effet ciseau qui est encore plus fort
que dans les écoles de management ou les écoles d'ingénieurs. Donc tout ça pour te dire que l'évaluation des compétences, ça ne date pas d'aujourd'hui dans le supérieur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, simplement ça s'est fait progressivement je dirais à bas bruit quelque part. Et puis probablement la grosse différence avec le secondaire, c'est que c'est fait quelque part par les principaux intéressés, donc par les profs qui vont véritablement intervenir auprès des étudiants. Alors je ne vais pas employer le terme d'apprenant, mais presque. Là où dans le secondaire, souvent les IPN, donc les inspecteurs, je ne sais plus ce que IPN principaux et je ne sais plus ce que veut dire le N, donc les inspecteurs qui sont, ou les IEN, les inspecteurs d'éducation nationale qui sont impliqués dans ces projets-là, n'ont plus vu de salle de classe depuis bien longtemps. Donc ne seront pas ceux qui auront à enseigner ou évaluer ce qu'ils prônent. Et là, quelque part, ça me fait penser à une chose que disait mon frère à une époque, et je trouvais ça très bon. Quand mes parents ont déménagé et se sont installés à Bruxelles il y a 18 ans, ils ont acheté avec d'autres une ancienne brasserie où on brassait la bière qui a été convertie en loft. Et ce qui avait rassuré mon frère, c'est que les architectes du projet étaient eux-mêmes copropriétaires et allaient y vivre. Et ils disaient, c'est pas comme ces maisons d'architectes qui sont faites par des architectes, mais pour d'autres, et dans lesquelles ils ne vivraient à aucun prix. Donc c'était rassurant. Et là où je veux en venir en disant ça, c'est sur le fait que dans le secondaire, effectivement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de choses liées à l'apprentissage par les compétences, ou l'évaluation par les compétences, est le fait d'inspecteurs qui ne l'enseigneraient pas eux-mêmes s'ils avaient à traiter avec des élèves. Et dans le supérieur, en revanche, on a des architectes qui vivent dans les maisons qu'ils bâtissent. On a des profs qui enseignent la manière dont ils recommandent d'enseigner et qui évaluent selon les manières qu'ils recommandent d'employer pour l'évaluation. Donc la notation, l'évaluation par la compétence dans le supérieur est moins mal vécue à proprement parler que dans le secondaire. En revanche, c'est probablement plus erratique que dans le secondaire, dans la mesure où le pilotage est complètement décentralisé. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond de près ou de loin à tes interrogations ou à tes observations, Clément. Labellisé, ah mince, bon, ok, donc toujours labellisé in English, bon, ok, donc je vais essayer d'y remédier. En disant ça, en faisant de la remédiation, j'emploie encore un terme d'IUFM, enfin, non, ça s'appelle plus SP, c'est INSP, INSPE maintenant, je crois, c'est ça. Bref, on s'égare. Et comme disait Bourvil dans sa chanson, on s'égare Saint-Lazare. Voilà. Et on te voir sur ton écran dans le miroir. Oui, voilà, exactement. Exactement. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne semaine, et puis j'espère vous revoir lundi prochain. À très bientôt les amis.